Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Céline Berger, fondatrice de Récréaction pour parler de gamification et micro-actions qui visent à changer pas à pas les comportements en santé et sécurité au travail. Alors pourquoi utiliser les leviers du jeu en sécurité au travail et surtout, pour quelle efficacité ? Toutes les réponses sont avec Céline Berger dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Céline Berger, comment allez-vous ? Bonjour Alexandre, très bien, merci. Écoutez, je suis très content de vous accueillir dans ce podcast parce que on va pouvoir parler de choses dont on parle beaucoup en ce moment au niveau de la prévention. C'est du thème du jeu et de faire participer les intervenants. Mais on va commencer par tout simplement vous présenter et vous pouvez nous dire aussi ce que vous faites dans votre entreprise. Bien sûr, je suis donc Céline Berger, j'ai fondé l'agence Récréaction, qui est une agence qui utilise la communication, les approches ludiques et récréatives pour mieux former en entreprise. Et je l'ai fondée en 2002. Donc en gros, ça fait presque 25 ans que j'utilise le jeu, les leviers du jeu et la gamification avant que ce terme ne devienne à la mode. Ouais, c'est vrai justement, on en parle beaucoup de la gamification. Peut-être, justement, c'était pas prévu, mais vous pouvez peut-être nous dire rapidement qu'est-ce que c'est que ce concept de gamification et peut-être aussi pourquoi ça marche autant en ce moment. Pour moi, la gamification, en fait, c'est utiliser des éléments du jeu qui font qu'on va engager, motiver un collaborateur pour recréer un environnement qui soit à la fois plaisant, un environnement dans lequel on ait confiance, parce que dans un jeu, en fait, les règles du jeu sont transparentes. Elles sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a plus de hiérarchie et on va nous plonger dans un autre contexte qui fait qu'on va adhérer. On va avoir envie d'écouter. Donc, on va utiliser du storytelling, de la narration, qui va donner une représentation, par exemple, dans la santé sécurité au travail, ce qui est génial, c'est que ça va donner une représentation concrète des risques, des accidents, mais sans mettre en danger. Ça va nous permettre de tester nos décisions, de tester des postures, mais pareil, et apprendre de nos erreurs. Donc, il n'y a pas de danger. Et dans un jeu, il n'y a pas de c'est bien, c'est faux, il n'y a pas de... On n'a plus peur du jugement de l'autre. C'est normal. Pour moi, en fait, la gamification, c'est vraiment utiliser tous ces éléments dans un contexte hors jeu, donc appliqué au monde de l'entreprise. Et là, vous avez dit quelque chose, je pense auquel on s'arrête peu parce qu'on voit que le côté où on s'amuse, où on se met en situation, mais un levier majeur, je pense, de ce que vous avez dit, c'est un espace où on a confiance. Et ça, mine de rien, quand on amène quelqu'un vers une pratique ou quelque chose de nouveau dans lequel il a pas, et qu'il ne connaît pas encore, la confiance, elle est majeure. Et finalement, j'allais dire en deux clics, et on arrive à créer cet espace de confiance où finalement ça a peut-être moins d'incidence, ou peut-être que c'est là où on peut accepter des nouvelles informations et des nouvelles commandites. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le C'est voyez. exactement ça, Alexandre. Pour moi, l'étape la plus importante quand on veut amener les gens à changer de comportement, on veut amener les gens à apprendre. Et moi, je travaille beaucoup avec des ouvriers, avec des cols bleus, des gens qui n'ont pas fait forcément beaucoup d'études. Et quand on leur dit le mot formation, certains vont commencer à pâlir, à tressaillir, parce qu'ils vont se dire, je ne vais pas comprendre, je ne vais pas être à la hauteur. Et dès l'instant où on commence à parler de jeu, mais un jeu, ça peut être aussi faire une petite blague. L'idée, c'est on vous met à l'aise. On n'est pas là pour juger votre niveau d'études, on n'est pas là pour juger votre capacité. On est là pour vous faire passer des messages autrement et donner envie aux gens d'avoir envie d'apprendre autrement. C'est l'étape essentielle, c'est recréer un contexte
un climat dans lequel on se sent bien et où on ne se focalise pas sur dire oh là là, le formateur, il va m'interroger, ça va être mon tour, il faut que je dise quelque chose d'intelligent. Parce que quand on a cette peur, on a une petite voix dans la tête qui nous empêche de nous concentrer et qui fait que on passe à côté de tout. Donc pour moi, depuis 25 ans, pourquoi j'ai utilisé le jeu, c'est la première chose, c'était recréer ce climat de confiance où on est en sécurité pour poser des questions, parce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Au contraire, on est là pour justement poser des questions. Et nous, dans notre process où on développe des jeux, notre application, toutes les questions sont bonnes, parce que ça évite des erreurs. Donc il vaut mieux poser les questions en amont dans le cadre d'un jeu pour bien comprendre les choses et pas faire des erreurs ensuite sur le terrain. Ok. Justement, vous avez dit que c'est ce que vous faites depuis 25 ans, mais là, spécifiquement lié à la sécurité au travail, est-ce que vous pouvez nous détailler maintenant qu'on a parlé du principe, du concept pardon, de récréation, de gamification, justement, est-ce que vous pourrez nous parler de ce que fait votre entreprise et surtout à qui elle s'adresse à qui sont ses clients finalement? Ok. En gros, depuis 25 ans, j'utilisais le jeu de plateau, le théâtre. Le théâtre, grâce à son effet miroir, pour plonger les gens justement dans des messages forts et leur montrer des situations pour déclencher des prises de conscience grâce à l'effet miroir. La BD. Et depuis 3 ans, on a développé une solution assez unique qui est le Mobile Game Training. C'est une application avec du micro-learning, avec du jeu vidéo pour changer les pratiques, créer de nouveaux rituels grâce à des micro-actions. Il y a 3 ans, on a eu la chance d'avoir un client qui a fait appel à nous, que je connaissais depuis pas mal d'années, qui s'appelle Schenker France et avec qui on a collaboré pour justement démarrer cette nouvelle solution et ce nouveau concept. Et Schenker France, quand ils nous ont appelés, ils nous ont dit voilà, c'est bien la situation. On a 100 sites en France, on a 6500 collaborateurs. 62% des accidents se passent sur un site de travail. Est-ce que vous pourriez nous aider à imaginer une nouvelle solution pour qu'on puisse sensibiliser l'ensemble des collaborateurs en même temps, avec une approche à la fois ludique, interactive, qui les engage à apprendre autrement et à partager du sens pour changer les pratiques, pour déclencher des prises de conscience. Donc voilà l'idée. Avec Salvatore Mica, mon partenaire, on s'est dit, on va utiliser le téléphone, le smartphone, qui est un super outil, mais utiliser le smartphone pour apprendre, ça ne suffit pas. Parce qu'on s'adressait à une population de conducteurs et une population de manutentionnaires. On s'est dit, pourquoi ne pas utiliser le jeu vidéo pour plonger les collaborateurs dans des situations qui soient concrètes, des situations de leur quotidien, les amener à tester leurs décisions, apporter du sens, apporter des statistiques sur les accidents, leur donner un feedback qui soit adapté grâce à des indicateurs sur leur prise de risque, sur le temps. Parce qu'on dit toujours, oh là là, quand il y a eu un accident, j'ai pas le temps, je suis allée trop vite parce que j'ai pas le temps. Donc, apporter des indications là-dessus, sur leur capital santé, parce que ce qui est très, très important aussi, grâce au jeu, et en santé-sécurité, grâce au jeu, on peut rendre l'invisible visible. Si Alexandre, vous portez un carton aujourd'hui dans une mauvaise posture, c'est pas grave, vous ne répétez pas ça 100 fois, 200 fois par jour pendant 10-15 ans. Par contre, pour un manutentionnaire, grâce au jeu, on peut lui montrer des répercussions d'une mauvaise posture et d'une action qu'il va répéter, mais à longueur de journée sur des dizaines d'années. Donc le jeu aussi, c'est ça qui est génial avec le jeu, c'est qu'on peut montrer ce qu'on ne voit pas d'habitude. Et donc, on a utilisé tout ça et on a en fait conçu une application avec du micro-learning, des micro-leçons et du jeu vidéo. Et ça, c'est vraiment le côté, si je puis dire, récré de votre solution. Et à la partie action, et on y viendra après, mais justement pour finir sur la partie
la partie ludique. Et en préparation de cette interview, du coup, il y a une question qui m'était venue parce que je l'ai déjà entendue, mais je serais intéressé d'avoir votre réponse. C'est euh, est-ce que par rapport au thème et au domaine de la sécurité au travail, est-ce que vous trouvez que ça reste pertinent et cohérent d'avoir du jeu pour parler de sujets qui peuvent être parfois graves et parfois, oui, voilà, tout simplement parfois très graves même. Je vous remercie de me poser cette question parce que j'adore cette question. Ça fait 25 ans qu'on me dit, Céline, on ne peut pas utiliser le jeu parce que nous, c'est sérieux. Et moi, je dirais que justement, parce que la sécurité et la santé-sécurité au travail, pardon, c'est du sérieux, il est vital de trouver les moyens d'engager les collaborateurs pour changer leur comportement, pour créer de nouvelles habitudes. Pourquoi, en fait, aborder des sujets sérieux d'une manière rébarbative et ennuyeuse? C'est le meilleur moyen pour justement ne pas captiver votre attention, ne pas leur donner envie d'apprendre, ne pas leur donner envie de progresser. Donc moi, je dirais qu'en santé, sécurité au travail, il est vital d'utiliser les leviers du jeu pour donner et transformer votre organisation, votre entreprise en une organisation apprenante. Et ce n'est pas jouer pour jouer. Je dis toujours, le jeu, c'est un prétexte, c'est un outil comme un crayon, comme un PowerPoint, comme un micro. Le jeu, c'est pour emmener là où on a envie d'emmener les gens. Le jeu, c'est pour capter l'attention, plonger dans ce contexte apprenant. Et après, on aborde des sujets très, très sérieux. On a des micro-leçons qui sont très sérieuses. D'accord. Donc c'est, comme vous le dites, un prétexte. Et justement, si vous avez ces blocages ou en tout cas ces objections, comme disent les vendeurs initiales, qu'est-ce que vous avez comme retour après, déjà de vos clients et après des gens qui sont vraiment les utilisateurs de l'application? Pour moi, déjà, le meilleur moyen, c'est que quand on arrive à capter l'attention des gens, à les engager à utiliser l'application, à jouer, le premier retour, on a fait cette campagne avec Schenker France. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la santé sécurité. Je suis une spécialiste du jeu, je suis une spécialiste de la communication. Et donc, on va travailler avec des experts, on va travailler avec des formateurs, on va étudier les bilans des accidents. On va, en fait, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on va mener une action terrain et on est dans la co-construction. Ce n'est pas Céline qui, toute seule, va trouver de quoi est-ce qu'il faut parler et comment aborder le sujet. Pas du tout. On est accompagné d'experts de la santé-sécurité et c'est pour ça que ça marche. Et parce qu'on est aussi allé sur le terrain, discuter avec les collaborateurs, avec des conducteurs, avec des manutentionnaires pour comprendre comment ça se passe, où est-ce qu'ils sont les risques, quelles sont leurs forces, quels sont leurs points de faiblesse. Et puis, on va pouvoir utiliser tout ça pour être un petit peu plus pertinent et performant. Mais alors du coup, vous avez un peu éludé ma question. Moi, c'était Mais, d'avoir mais la question, exactement. Oui. Donc, ce que je voulais vous dire, voilà, pardon. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un jeu, ça ne va pas forcément éviter au départ un accident. Mais un jeu, ça va créer l'émulation, ça va créer l'échange autour d'une règle. Et grâce à la campagne qu'on avait menée chez Schenker France, c'était une campagne de 3 semaines où on a 1500 collaborateurs qui ont joué. 86% ont joué tous les jours. 95% ont joué 2 à 3 fois par semaine. Au bout de 3 semaines, il y a 76% des collaborateurs qui nous ont dit, Céline, ça a changé notre vision du risque au travail et 31% avaient déjà changé une pratique. Quand on a ensuite mené des enquêtes et qu'on a discuté avec les formateurs après la campagne, ils nous ont dit, mais ce qui était génial, c'est que c'est 3 minutes, parce qu'on n'a pas encore expliqué, mais c'est en gros, nos petits programmes, c'est 3 minutes de jeu, de micro-leçons, de questions. Ces 3 minutes, ça va créer l'échange, ça va créer la discussion. Et Alexandre, quand on commence au sein d'une entreprise, tous les jours à parler d'une règle,
quand on parle de quelque chose, on commence à se l'approprier, on commence à la discuter, on commence à comprendre sa raison d'être à la règle. Ben, c'est déjà un premier pas. Et je suis très d'accord là-dessus parce que ça me fait penser à un autre, enfin, un ouvrage qui s'appelle le Power of Habits, je crois. Et c'est vrai que tout ce qui est devenu une routine ou en tout cas une habitude, c'est très très dur à changer, mais c'est très puissant en fait. C'est très puissant de pouvoir créer justement ces petits moments d'échange, ces petits moments là du coup que vous expliquez et qui permettent ben voilà, de créer un temps qui revient de manière quotidienne. Et ça, je pense, ben, on en reparlera, je pense, après avec avec vos recommandations, mais je pense vraiment que ça doit être un des leviers de performance, en tout cas, pour votre application. C'est exactement ça. C'est super. Vous avez utilisé le mot que je voulais. Vous avez parlé de routine. Et en fait, aujourd'hui, toute la stratégie de notre application, elle est basée sur des rituels. Si on veut changer les comportements, changer, comme vous l'avez dit, c'est très difficile. C'est long, ça fait peur, ça demande des efforts, ça demande du sens. Et bien souvent, en fait, les gens, ils vont commencer à changer suite à un choc et un accident. Et nous, notre idée, c'est, mais pourquoi attendre l'accident? Donc, notre démarche, on utilise les leviers du jeu, parce que les leviers du jeu, ça va permettre de créer, comme on vient de le dire, cet environnement dans lequel on a envie d'apprendre, parce qu'on est en confiance, on va avoir plaisir, on va apporter du sens, et avec le jeu vidéo, on va pouvoir s'entraîner, mettre en pratique. Et quand on veut changer, il faut créer de nouvelles habitudes. Et pour créer de nouvelles habitudes, ce qui est important, c'est de démarrer avec des micro-actions, des petites actions qui sont simples, qui sont faciles à intégrer au quotidien et dont l'accomplissement régulier va nous créer une émotion, un sentiment de réussite. Et Alexandre, en fait, moi, je lis beaucoup et je suis en train de lire un livre qui est génial, qui s'appelle Tiny Habits de B.J. Fogg. B.J. Fogg, c'est le directeur du département en sciences comportementales à Stanford University. Et il s'est rendu compte d'une chose, c'est que c'est pas si compliqué de changer des comportements dès l'instant, en fait, où quand on a défini le comportement qu'on voulait avoir, il faut le segmenter en toutes petites actions, en petites choses qui sont faciles à intégrer. Et il s'est rendu compte d'une chose, que c'est l'émotion qui va créer l'habitude et c'est la répétition qui va consolider cette habitude. Très souvent, on va parler de motivation. En fait, pour changer ou pour se mettre en action, il faut avoir 3 éléments réunis au même moment. Il faut avoir de la motivation. La motivation, c'est avoir envie de réaliser cette action. Il faut avoir de l'aptitude, c'est-à-dire la capacité à réaliser cette action. Et il faut avoir une incitation, un signal, une alerte. Et nous, en fait, grâce à notre application, on s'est dit, pour donner envie, pour créer la motivation, on va utiliser le jeu et les leviers du jeu dont on a parlé. Parce que les leviers, ça va vous donner envie de commencer à vous mettre en action. On va utiliser, il faut avoir l'aptitude et la capacité. L'aptitude et la capacité, c'est donner des éléments qui vont faire apporter du sens, apporter des micro-actions, des micro-leçons. Il faut de l'information. Je vais vous expliquer aussi, on est en train de créer 2 nouveaux outils sur l'échauffement, par exemple. Donc, donner l'aptitude. Et puis après, un signal. Il faut rappeler. Donc, ça peut être une notification. En fait, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pour ça, tout à l'heure, vous me disiez, mais pourquoi on parle de plus en plus de gamification? Parce qu'en fait, les nouvelles technologies, elles sont aussi un super vecteur de communication et pour utiliser la gamification et les leviers de la gamification pour transformer les gens, pour les aider à aller plus loin. Donc, quand on additionne tout ça, motivation, aptitude et incitation, c'est là où on va se mettre en mouvement. Et grâce à notre application et à toutes ces nouvelles recherches
sur les neurosciences, sur les sciences du comportement, et ben petit à petit, on arrive à créer des outils qui soient à la fois simples d'utilisation, parce que quand c'est simple, on va pouvoir le mettre en pratique, qui soient engageants, qui soient sympas, qui apportent du sens et qui ne prennent pas trop de temps et aussi dont on se rend compte des progrès. On peut célébrer, on peut mesurer qu'on a changé, on peut se rendre compte des bienfaits. Mhm. Et moi, je me demandais si ce genre de choses qui sont finalement vraies dans une communauté, ou en tout cas dans une entreprise où on a réussi à fédérer des gens, à avoir des moments d'échange et des moments de partage dans une équipe, par exemple, euh, il y a toujours un enjeu compliqué pour les préventeurs de toucher les populations qui, elles, sont isolées. Est-ce que, du coup, ce que vous expliquez, c'est toujours vrai pour les intervenants qui sont isolés, comme vous avez parlé de transporteurs ou des personnes Ben, qui sont loin, on va dire, des groupes sociaux de l'entreprise. bah oui, puis déjà depuis un an, on a tous appris à travailler de la maison, à être séparés, et on se rend compte que bah, il y a plein de choses qui font qu'on arrive à recréer l'émulation ou donner un sentiment d'appartenance. Ben, au travers d'une application qui soit un petit peu conviviale, de challenge collectif, on Mhm, peut arriver à toucher. Et puis ce qui est génial aussi avec cette application, c'est que on peut toucher les gens qui sont itinérants, les gens qui sont présents. On leur envoie la même info au même moment. On organise des challenges collectifs et solidaires où en gros, eh ben, c'est ce qu'on va être. On est en train de mettre ça en place avec Jeffco. On vient de signer un contrat avec Jeffco France. Et on va démarrer avec 200 conducteurs sur 6, 8 mois, un an, mhm. pour euh, même communiquer au quotidien à travers des fonctionnalités d'échauffement, de checklist, communiquer de manière hebdomadaire, 2 fois par semaine, avec des micro-leçons, apporter du sens, et puis des challenges collectifs pour en fait embarquer tout le monde dans le même challenge et avancer ensemble au service d'une grande cause. Donc ça, c'est une cause à définir ensemble au sein de l'entreprise avec les collaborateurs et qui donne envie de faire progresser la sécurité. Mhm. Donc c'est un peu comme si on imaginait, on veut gravir une montagne ensemble, on veut arriver au sommet, mais on a des camps de base. Et au fur et à mesure qu'on va arriver à ces paliers, à ces camps, eh ben, on aura défini des objectifs qui peuvent être, alors je vais vous dire n'importe quoi, mais en ce moment, on sait que suite au Covid-19, bah, il y a pas mal de problèmes dans certaines communautés. Donc, ça peut être des paniers solidaires à livrer auprès d'un site. Par exemple, si on a atteint un certain nombre de connexions, d'utilisation de l'application, on voit que les règles elles sont mieux comprises, il y a beaucoup plus d'échanges, qu'il y a peut-être un peu moins d'incidents ou d'infractions, mais ça peut être aussi utiliser les techniques du nudge. Et il faut définir ensemble des choses et c'est comme ça qu'on arrive à embarquer tout le monde. Et justement, là, vous avez parlé d'une démarche que vous allez lancer avec Jeffco, mais euh, comment vous pouvez garantir justement que vous aurez que cette communication, en tout cas, que cette démarche, elle sera bien communiquée, elle touchera bien les personnes et après, du coup, que enfin, que vous aurez une adhésion à cette nouvelle démarche. Qu'est-ce que vous mettez en place, on va dire, comme process pour être sûr que derrière, même si c'est pas à 100%, mais vous ayez une majorité des gens qui s'engagent dans la démarche que vous apportez auprès de vos clients? Ça, c'est important. S'il y a juste la direction et les collaborateurs, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est aussi arriver à embarquer les chefs d'équipe, embarquer les directeurs de site, leur expliquer pourquoi en fait on utilise ces différents leviers du jeu, pourquoi on a conçu une application. Et quand on travaille avec ces gens-là, là, on va aller, on démarre avec Jeffco, on va aller rencontrer des directeurs de site, on va aller rencontrer des formateurs, on va aller rencontrer plein de monde. C'est vraiment de la co-construction. Et du coup, ben, on va travailler ensemble en se basant sur ce qui marche déjà, sur leurs forces. On va utiliser leur langage. C'est plein de petites choses qui font que les gens, au fur et à mesure, vont adhérer. Mais sans le middle management, sans les managers de proximité, ça ne marche pas. Vous avez raison.
On a besoin de ces gens-là. Et nous, on a eu cette expérience avec Schenker où on a des sites où ils ont joué à plus de 70% parce que le directeur du site, il y croyait. Et ce n'était pas compliqué. Il avait mis en place des outils de communication, mais extrêmement simples, avec des affiches. Il avait pris du temps pendant 2, 3 premiers jours au moment du lancement de la campagne, de prendre du temps avec les chefs d'équipe pour aider les collaborateurs à charger l'application, à prendre 3 minutes pour qu'ils fassent ces petits jeux ensemble, à en parler. Et quand il croisait quelqu'un, il allait dire alors Alexandre, c'est quoi ton score aujourd'hui? T'en es où, etc. C'est juste discuter ensemble. Il y a eu des sites, c'est vrai, où personne n'en a parlé, et donc on n'avait personne quasiment qui jouait. Ça ne tient pas à grand-chose. Quand vous avez des gens qui sont passionnés, qui croient en votre projet, ils vont en parler d'une manière simple qui va vous donner envie. C'est pareil, on utilise aussi les notifications, les push-ups pour dire, et par exemple, si vous ne jouez pas, Alexandre, on va dire, tu sais, dans ton entreprise, il y a déjà 50% des gens qui jouent, on t'attend, viens nous aider à atteindre nos objectifs. C'est plein, c'est que 3 minutes. Hein. Ouais. Ça prend pas beaucoup de temps. Là, c'est intéressant, une fois de plus, d'utiliser, on va dire, l'effet de groupe et l'effet voilà, de communauté pour faire avancer dans une nouvelle démarche que vous lancez. Et il y a quelque chose aussi, là, je vais avancer sur les questions, c'est quelque chose qui est assez, peut-être un peu bizarre de vous demander parce que c'est déjà très innovant ce que vous faites et que c'est déjà très nouveau. Mais je me demandais si justement au quotidien, vous arrivez, au quotidien ou même à une maille peut-être plus large, vous arrivez à continuer d'innover dans le développement, si je peux dire, de vos solutions. Et si vous arrivez justement à pas rester sur les acquis de ce que vous savez déjà et essayer toujours de trouver des nouvelles solutions voilà, pour faire progresser vos produits. Alors, on est 100% tous les jours en train d'innover. Parce que notre solution, moi, pour être honnête, le micro-learning, juste pour micro-learning, c'est-à-dire utiliser le téléphone juste comme un support de formation, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, en gros, c'est d'utiliser le téléphone et que notre téléphone et notre application, ça devienne comme un couteau suisse et pouvoir répondre aux problématiques de nos clients. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux nouvelles fonctionnalités. Moi, je les appelle des outils qu'on est en train de développer, qui sont innovants pour moi. Et ce sont des fonctionnalités qui vont s'ajouter à notre application de micro-learning avec ces jeux vidéo. En parlant avec Jeffco, en parlant avec Saint-Gobain, avec Colas, on s'est rendu compte de plusieurs choses. C'est que beaucoup trop d'accidents se passent parce que les collaborateurs démarrent à froid, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas échauffés. Dans des métiers où il y a quand même, c'est des métiers physiques. En gros, je dirais que et je voudrais faire un parallèle avec le milieu sportif et les athlètes. Un athlète, avant un entraînement, avant une compétition, il va s'échauffer. Et un athlète, en gros, à son pic, il a 10, 15 ans. Après sa pratique, il va s'étirer. Il prend soin de son corps. Les conducteurs, les manutentionnaires, les ouvriers avec qui on travaille, ils ont une carrière qui va durer 30, 40 ans et ils ne prennent pas soin d'eux. Donc, en parlant avec Jeffco, on s'est dit, vous avez besoin d'un outil pour justement emmener petit à petit les conducteurs vers un échauffement. Et grâce aux lectures que je fais très régulièrement, quand vous me disiez comment est-ce que vous appliquez en fait ce que vous lisez ou les nouvelles recherches à l'innovation, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'Alexandre, si je vous donne demain une application et je vous dis, Alexandre, à partir de demain, tu vas t'échauffer 5 minutes ou tu vas t'échauffer 10 minutes, vous n'allez pas le faire. On sait que pour motiver, il faut donner de l'autonomie, il faut donner de la maîtrise. Donc, avec mon équipe,
ce qu'on est en train de mettre au point, c'est un outil d'échauffement qui va donner l'autonomie à l'utilisateur de créer sa propre routine en allant choisir le temps. Donc, il va démarrer avec 1 minute parce qu'on est dans la micro-action et que, Alexandre, tout le monde peut trouver 1 minute pour faire un exercice dans sa journée. Parce que ça, j'y crois pas. On me dit, Céline, j'ai pas le temps. Ça, c'est pas possible. Donc, non seulement il va choisir et démarrer avec 1 minute, mais il va aller choisir son exercice. Et donc, comme on lui donne cette maîtrise, on lui donne aussi la maîtrise pour réussir. Et là encore, toute cette stratégie, c'est basé sur un rituel. On voudrait créer ce rituel de l'échauffement en démarrant avec 1 minute. Le fait de répéter cette minute demain, ça va créer de la satisfaction. Et ce sentiment de bien-être où on se dit, ouais, ben en fait, hier, je me suis échauffée 1 minute. Aujourd'hui, j'ai encore tenu ma résolution. Demain, je vais continuer. Et ben, au fur et à mesure, B.J. Fogg à Stanford University, il a fait des recherches avec plus de 40 000 personnes. Et ce qu'il dit, c'est que 75% des gens qui démarrent avec des micro-actions, au bout d'1 semaine, ils vont ajouter une micro-action. Et nous, notre idée, c'est on va démarrer avec 1 minute, mais après, on va ajouter 2 minutes. Et 2 minutes, ça fait déjà du bien. Pour ça, on travaille avec des coachs qui sont spécialisés. Ce n'est pas juste Céline, Salvo qui vont inventer les exercices. Donc, tout ça, on innove. En parlant avec Saint-Gobain et avec d'autres entreprises, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une autre grosse problématique. C'est comment accueillir en sécurité des gens qui reviennent de maladies longue durée. Comment accueillir en sécurité des nouveaux, accueillir en sécurité des intérimaires. Donc, à partir de notre plateforme et de notre app, on est en train de créer un outil innovant qui va permettre aux managers de créer des checklists évolutives pour rappeler des bonnes pratiques. L'idée, c'est bien souvent, c'est difficile d'acquérir les bons réflexes très vite parce qu'on oublie, on a tellement de points. La même chose, je vous dis, en parlant avec des gros industriels, ça m'a marqué. Dans la même semaine, il y a 2 sociétés qui m'ont dit, Céline, on a eu 2 accidents mortels avec des gens qui avaient qui travaillaient depuis des années chez nous, mais qui revenaient de longues maladies et qui avaient oublié les bons réflexes. Moi, ça m'a fait tilt et je me suis dit, il faut qu'on ajoute cette fonctionnalité et qu'on crée une checklist qui permette aux managers d'aller, donc, en fonction de ces différents types de populations, d'avoir des listes de points à vérifier, mais qui permettent aussi à l'utilisateur d'adhérer, de s'engager. Et ce qu'on sait, c'est que pour créer une nouvelle habitude, c'est plus facile en fait d'aller, comment on dit, relier une habitude à une habitude existante. Donc, je vais vous donner un petit exemple qui est pas forcément, qui fait pas forcément du sens, mais c'est, je prends par exemple, je suis conducteur, je prends les clés de mon véhicule. Et avant de démarrer, avant de monter, comme on a toujours, de toute façon, on prend toujours les clés de son véhicule, je vais vérifier l'état de mes pneus. Donc, l'idée, c'est de relier une nouvelle habitude à une ancienne habitude. Et dans notre application, l'utilisateur, il va pouvoir relier, il va pouvoir compléter pour personnaliser sa checklist. Parce que juste une checklist pour une checklist, ça ne fait pas du sens. Mais vous, je ne sais pas si vous avez déjà une habitude et que vous voulez changer une petite pratique ou en créer une nouvelle, ajouter une habitude et essayer de la relier à quelque chose, c'est facteur de succès. Il y a quelque chose, moi je trouve que, et c'est pour ça que moi ça m'avait vraiment intéressé, c'est le côté donner le choix à l'utilisateur. Le fait de pas juste lui imposer un programme qui va probablement pas faire. En fait, c'est peut-être simple, mais je pense que c'est justement là où les choses qui marchent montrent qu'en fait il y a une grosse réflexion derrière. C'est que finalement, rien que ce levier de la personne, elle va faire une action qui va finalement l'engager parce que c'est elle qui va dire, je peux faire, j'en sais rien, des exercices qu'il y a dedans, mais je peux m'échauffer les chevilles avant de monter dans mon camion, ou je peux m'étirer le dos avant. Eh bien, c'est elle qui prend cette décision-là.
Et du coup, c'est elle qui est devenue acteur de cette habitude et de ce changement aussi. Et je pense que c'est C'est là, exact. je pense que c'est là votre force finalement. C'est exactement ça l'idée, Alexandre. C'est exactement ça. C'est ne pas imposer parce qu'on sait que ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est donner en fait la maîtrise, donner l'autonomie de choisir. Et quand en fait on se rend compte d'une chose, c'est qu'on ne fait que ce qu'on a envie de faire. Donc c'est toujours la même chose, c'est donner, avoir envie de progresser et d'aller plus loin. Et Mhm. par le fait de choisir son avatar, par le fait de pouvoir aller compléter, par exemple, notre idée, c'est le manager, il va aller mettre une liste d'une dizaine de points, dont 3, 4 points qui sont des incontournables et qui sont non négociables. Et après, à moi, utilisateur, d'aller peut-être, je me connais, je sais que j'ai tendance à oublier ça. Et ben, je vais aller choisir parmi cette liste pour en ajouter d'autres et je vais essayer de connecter des habitudes que j'ai déjà. Donc, j'ai déjà des forces. Autant utiliser mes forces pour continuer à progresser. Mhm. Mais très intéressant, du coup, on invitera du coup toutes les personnes qui sont intéressées par vos travaux à vous contacter. Et là, sur une partie peut-être plus personnelle, moi, je me demandais quelle difficulté finalement ça comporte de créer ce genre moi j'allais dire de parcours pédagogique, mais c'est plus maintenant on dit formation ou jeu, mais enfin des jeux justement. Quelle difficulté il y a pour vous en tant que conceptrice pour le faire dans le domaine de la sécurité, ou est-ce que finalement c'est toujours aussi simple que l'expérience que vous avez eue auparavant? C'est exactement la même chose dans le sens où ça ne marche que si on collabore, on travaille main dans la main avec les entreprises, parce que nos clients, que j'appelle jamais des clients, mais ce sont des partenaires parce qu'on co-construit. Et sans eux, ils connaissent tout de leur entreprise, ils connaissent les solutions. C'est pour ça que nous, on va mener des entretiens sur le terrain, qu'on va enquêter. Là, je travaille avec quelqu'un d'ailleurs que vous avez interviewé qui s'appelle Patrick Pisa, qui Mhm. est un expert et développeur de culture prévention. Et Patrick, il va aller sur le terrain. Il va aller filmer les gens, il va aller repérer en fait un petit peu toutes ces forces et tous ces points d'amélioration. Mais ça ne fonctionne, encore une fois, que si on nous aide et si on nous donne la matière. Mhm. Sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est ça, moi, la difficulté. C'est faire comprendre au client qu'on ne fait pas tout seul, on fait avec lui. Mais je dirais que c'est la difficulté, mais c'est aussi, et là, c'est aussi la garantie et la clé du succès. Mhm. D'accord. Ouais, c'est une belle vision. Je pense que c'est pas évident, mais effectivement, je pense que c'est la garantie, mais il faut la faire voir ou comprendre en tout cas à l'interlocuteur. Et du coup, de l'autre côté, qu'est-ce qui fait que vous appréciez autant ce que vous faites et qu'aujourd'hui, maintenant, vous faites beaucoup de travail dans la sécurité au travail, mais même dans la gamification? Moi, j'adore parce que je trouve que c'est extrêmement gratifiant et épanouissant de contribuer au changement. C'est extrêmement gratifiant aussi de travailler pour. Moi, j'ai travaillé beaucoup pour les mousquetaires, pour Total, pour Socopa ou Charal, pour Mhm. Vinci, mais beaucoup, pas forcément souvent pour des managers. Et je dirais que pour cette population, parce que je vais dire quelque chose de très choquant, on parle toujours de ressources humaines. Et je trouve que bien à tort, très souvent, tous les budgets en matière de communication sont dédiés à la communication externe et pas à la communication interne. Et sans les ressources humaines, bien, il n'y a rien. Je veux dire, si on n'a pas les hommes, si on n'a pas les hommes en forme, ben, on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. Donc moi, ce que j'adore, c'est travailler avec ces gens, avec cette population et les aider à grandir. Et c'est tellement gratifiant et on a tellement de reconnaissance. C'est pour ça que c'est ma population préférée. D'accord, Ils très ne bien. sont pas blasés. Sincèrement, quand
vous arrivez à faire quelque chose et vous mettez les bons ingrédients, c'est-à-dire du sens, qui les aide à mieux travailler au quotidien, que utilisez des outils attractifs, que vous arrivez à faire quelque chose, comme vous disiez tout à l'heure, de simple, facile à utiliser, eh bien, ils vous manifestent leur joie et leur contentement et ils utilisent la solution. Je dis, Très ça fait bien. 25 ans que j'utilise un petit peu ces différentes méthodes. Et est-ce que sur une partie plutôt recommandation, vous pourriez nous recommander du coup un ouvrage ou même, on en a parlé avant, mais pas forcément un livre, ça peut être un livre, mais ça peut être des sites web que vous consultez ou des vidéos que vous nous recommandez justement pour approfondir le sujet de la gamification, surtout lié à notre domaine, mais ça peut être autre chose. Il y a déjà votre site, Safety Vigilance, qui est très bien fait, où je Merci, c'est très recommande gentil. les articles et les vidéos, parce que je dirais qu'on peut s'inspirer de tout, et c'est vrai. Il y a InfoRisque, qui est bien fait aussi. Je trouve Mhm. qu'il nous montre très souvent des petites vidéos qui font du sens. Et puis, pour moi, ce qui fait le plus de sens, c'est comprendre en fait l'humain, comprendre comment on apprend, comment on motive, comprendre les comportements. C'est parce que quel que soit le sujet sur lequel on va aller travailler, bah, si vous ne savez pas comment communiquer, vous allez vous heurter aux mêmes obstacles tout le temps. Donc, ce qui fait beaucoup, beaucoup de sens, moi, en ce moment, et c'est un livre qui, à chaque fois que je tourne une page, ça me donne quasiment une nouvelle idée. C'est le livre qui s'appelle Tiny Habits de Beiji Fogg, donc, qui est directeur de ce département à Stanford University. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait de la recherche et mais c'est des recettes ultra simples à mettre en place. Ça marche. Bah, du coup, tous les liens seront en description. Et moi, c'est vrai qu'avant qu'on se rencontre, je ne connaissais pas cet ouvrage, mais je vais me le mettre dans ma liste parce que c'est vrai que ça a l'air. Tout ce qui est simple m'intéresse de toute façon, parce que je pense que c'est que comme ça qu'on arrive vraiment à progresser, plutôt qu'avoir des choses qui sont, bah, rien que par leur aspect, on va dire, si c'est un livre qui est énorme, je vais avoir plus de mal à m'y attaquer et du coup, en plus, paradoxalement, plus de mal à retenir quoi que ce soit. Donc, je crois beaucoup à ça, même si il faut prendre du temps et peut-être qu'il faut le relire aussi parce qu'il y a des fois où on n'intègre pas tout. Pour autant, je pense que quand on est clair et simple, c'est quand même une grosse partie de la solution. Et Sur un autre aspect, on en a parlé un petit peu quand même pendant l'épisode, mais est-ce qu'il y a une innovation en prévention des risques ou en gamification qui vous a intéressé et que vous pensez être intéressante à partager aujourd'hui? bah, oui, il y a deux sociétés. Il y a la société Immersive Factory qui utilise vraiment la réalité virtuelle dans la santé et sécurité. Mhm. Et je trouve que c'est vraiment fabuleux ce qu'ils font pour en gros marquer les esprits, pour montrer les conséquences d'un accident et vous faire vivre un accident. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis, il y a une autre société, et c'est Florian Ruhen qui a monté ça, ça s'appelle ISAR. Et je trouve génial parce que Florian, il a eu l'idée de développer un boîtier qui va brancher sur les caméras de surveillance, par exemple dans les entreprises, dans les entrepôts, pour détecter les risques et initier des actions. Et aujourd'hui, nous, en quoi on essaye de continuer à innover notre, je dirais que mon rêve principal aujourd'hui, c'est développer un véritable écosystème. Alors, je sais que c'est un mot. Là, c'est pareil. C'est comme la gamification, c'est super à la mode, mais c'est avec une communauté d'acteurs pour partir des ressources existantes de nos clients. Par exemple, on discute beaucoup, beaucoup en ce moment avec un client, un transporteur encore, qui a dans ses camions, ils ont des boîtiers télématiques. Et ces boîtiers, ça va tracer les comportements d'usage des conducteurs. Ben, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que ces camions, 1 heure par jour, étaient à l'arrêt, étaient immobilisés, mais le moteur tournait. Donc, il s'est rendu compte que si il arrivait à
d'envoyer des messages et des recommandations pertinentes à ces conducteurs, ils pourraient faire des économies extrêmement conséquentes. Donc nous, on est en train de parler avec ce boîtier, avec cette société qui crée ces boîtiers télématiques pour créer des modules d'éco-conduite en renvoyant des micro-leçons personnalisées en fonction du comportement de chacun des conducteurs. Donc, c'est plein de choses. Avec Florian et ses boîtiers de caméra, c'est la même chose. L'idée, c'est Florian, il identifie automatiquement des risques et nous, avec l'application, on renvoie des messages au bon moment qui soient pertinents. Ouais, c'est intéressant. Je serais curieux de voir comment ça évolue votre écosystème parce que je vois beaucoup de choses qui s'organisent en ce moment justement sur la sécurité et comme il y a beaucoup d'innovation, du coup c'est assez. Enfin, il y a plein d'événements même qui se font et je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que sur la durée, je sais pas comment ça va évoluer. Et du coup, c'est vrai que moi, ça va voir comment l'écosystème va grandir. Je pense qu'il peut que grandir parce qu'il y a beaucoup d'énergie et je pense que c'est un des facteurs les plus importants. Et je suis très intéressé de voir comment ça va se concrétiser, on va dire, pour que ça serve finalement la sécurité à la fin, quoi. Mais vous avez raison. Ouais. Vous avez vraiment raison de dire comment ça va se passer sur la durée. Et c'est parce que si on veut durer, il faut être opérationnel. Et il faut devenir ce couteau suisse qui réponde à des vrais besoins et que ça ne soit pas juste un effet de mode. Donc, c'est pour ça que c'est important de développer le bon écosystème et de pouvoir utiliser les équipements déjà de nos clients, en gros, pour pouvoir créer encore plus de valeur. C'est ça, en gros, l'idée. Hein. Très bien. Ben, je vais terminer classiquement avec la partie sur le futur de la prévention. Comment vous voyez évoluer votre métier à moyen ou à long terme, donc d'ici à 10 ans à peu près? Je pense que là, d'ici 10 ans, le jeu sera vraiment rentré dans les mœurs et ça deviendra courant. Je pense qu'on parlera même plus de gamification, je pense que tout sera gamifié. D'accord. Enfin, vous dire, vous êtes convaincu que c'est quelque chose qui va prendre de la place dans les entreprises et qui va être la norme plutôt que l'exception. J'espère, en tous les cas. Je ne suis pas encore convaincue. Peut-être que ce ne sera pas dans 10 ans, mais dans 20 ans. D'accord. Très bien. Et enfin, la dernière question que je pose à tous mes invités, quel conseil vous auriez à la jeune Céline, du coup, qui débutait dans le domaine, mais plutôt dans le domaine de la, peut-être pas de la gamification, mais dans le domaine je sais pas si c'était encore le domaine de la formation ou comment est-ce que comment vous l'appelleriez, mais quel conseil vous auriez pour la jeune vous, en fait, quand vous avez débuté? De lire, apprendre. Un petit peu tous les livres là sur l'intelligence émotionnelle, sur les sciences du comportement, sur les neurosciences, pour comprendre en gros comment on amène les gens à changer, à apprendre, à créer de nouvelles habitudes. Parce qu'après, on peut l'appliquer à tous les domaines. Donc c'est ça. C'est ça pour moi le plus important. C'est là, en tous les cas, où avec Salvatore, on trouve toute notre inspiration. D'accord. Bah, très intéressant. Merci beaucoup, Céline. Merci de ce temps d'échange et de cet épisode. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver, je veux dire, sur Internet ou enfin, pour vous contacter tout simplement? Ah oui, oui, sur Internet, sur LinkedIn, sur notre site Récréaction qui est www.récréaction.org. Ça marche. Très bien. Merci beaucoup, Céline. Et du coup, je vous dis à bientôt. Merci Alexandre, à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.